savez que ce bâtiment a obtenu un label or BDM pour l'innovation, puis on était très très bien accompagné par BDM toutes ces années. Et puis aujourd'hui, Nicolas Guinard de BDM va nous présenter un rapport qu'ils ont fait sur le gisement paille. En fait, et avec tout ce que ça implique par rapport à nos pratiques. Nicolas, c'est à toi. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci donc de nous donner la parole aujourd'hui. Je vais vous parler très rapidement de cette étude sur le gisement paille que nous avons portée, parce que le document final fait 130 pages, donc je ne vais pas détailler l'ensemble du contenu, mais simplement aussi rentrer un petit peu dans le cadre que nous avons fixé, plus pour vous parler de la manière dont on a fait ce travail et aussi pourquoi on l'a mené. Donc, en préparant cette présentation, je me suis dit, quelle illustration pour démarrer. Et j'ai pensé à ces photos de la boiserie, la salle de la boiserie à Mazan, qui, bien qu'il ait été construit en 2013, reste pour moi un bâtiment qui est extrêmement emblématique et qui illustre un petit peu toute la problématique dont je vais vous parler maintenant. C'est un ERP, donc on a encore malheureusement très peu de ERP en paille ici en région PACA. C'est un bâtiment qui est en démarche BDM, donc il y a aussi une approche globale. Aujourd'hui, malgré 10 ans qui ont passé, ça reste vraiment un signal de la manière dont on peut mobiliser aussi des ressources locales au-delà de la paille. Alors là, ça pète. Pour vous redire rapidement Enviroad BDM, ceux qui ne nous connaîtraient pas, nous sommes une association régionale qui regroupe des professionnels de la construction et de l'aménagement durable et qui vise à accompagner l'ensemble des acteurs de la filière pour monter en compétence sur l'ensemble des sujets du durable. On a lancé en 2015 un groupe de travail qui s'appelle Fibraterra pour accompagner le développement de l'usage des matériaux bio et géosourcés dans les projets de bâtiments. Et on travaille sur la paille, plutôt sur l'organisation de rencontres, de visites, la rédaction de ressources. Et puis depuis la publication du schéma régional biomasse en 2019, on a vraiment souhaité réfléchir autour de la logique de la chaîne de valeur. Alors on est une association de professionnels du bâtiment, on n'a pas tellement l'habitude de regarder ce qui se passe en amont, mais là vu qu'on parle de matériaux en circuit court et en circuit agricole, on est obligé d'aller voir un petit peu ce qui se passe en amont. Et on a un vrai enjeu qui est de mobiliser les maîtres d'ouvrage, de les sensibiliser sur ces matériaux en circuit court, sur les contraintes qui peuvent être inhérentes à l'usage de ces matériaux. Et surtout, pour certains maîtres d'ouvrage, notamment les maîtres d'ouvrage publics, ils doivent se conformer au code de la commande publique et sur l'obligation de réaliser du sourcing lorsqu'il n'y a pas une intensité concurrentielle qui est suffisante pour pouvoir avoir la garantie d'obtenir les matériaux qu'ils souhaiteraient voir sur leur projet. Alors j'ai fait très rapidement un petit schéma qui est vraiment très synthétique et qu'on pourrait tout à fait venir critiquer avec un code couleur. Mais si on regarde l'ensemble des maillons de la chaîne de valeur, à l'heure actuelle, il y a quand même des voyants qui sont au rouge. Si on se situe dans une optique de généralisation de l'usage, alors on ne va pas construire tous les bâtiments en paille ou rénover tous les bâtiments avec un isolant en paille, mais si on veut quand même développer l'usage, à l'heure actuelle, on avait un vrai frein sur la production et sur le stockage. Donc tout ce qui va relever de la filière agricole, donc de l'amont de la chaîne de valeur. Si on regarde la maîtrise d'ouvrage, il y a quand même un travail de sensibilisation extrêmement important qui est fait par tout un tas d'acteurs. La maîtrise d'œuvre, je me suis permis de mettre un petit voyant au vert parce que grâce aux formations ProPaille notamment, et puis peut-être de par la position du concepteur, d'avoir une vision globale, de réfléchir à la performance environnementale ou énergétique d'un bâtiment, il y a quand même une sensibilité qui maintenant, à mon sens, est quand même très bonne. Au niveau des entreprises, j'ai mis un petit voyant jaune parce qu'on a quand même la chance, grâce aux formations ProPaille, d'avoir maintenant un certain nombre d'entreprises qui sont formées. Alors, peut-être plus sur les départements alpins, où cette sensibilité est un petit peu plus importante. Peut-être que ce sont aussi des entreprises qui vont travailler plutôt sur des bâtiments de typologie individuelle, mais on a quand même maintenant un réseau d'entreprises qui sait et qui peut poser de la paille en région PACA. Et puis, autre point important, ce n'est pas dans la chaîne de valeur, mais quand même c'est très important par rapport à d'autres filières. Concernant le cadre assurantiel, on a la chance, comme ça a été dit ce matin, d'avoir les règles professionnelles qui permettent une assurabilité des ouvrages. Donc ça, pour des maîtres d'ouvrage, c'est extrêmement rassurant.
Alors, concernant le casting, je vais passer très rapidement, mais il faut rappeler sans cesse le travail qui est fait par des structures qu'on peut qualifier de militantes et qui portent le développement de cette filière à l'échelle régionale. En premier lieu, le Gabion, évidemment, à PTE, ils sont intervenus ce matin, d'autres associations comme Éco-Bâtiment, le village. Pour cette étude, là c'est Envirobat BDM qui a été le commanditaire, mais c'est simplement parce que ce travail devait être fait et nous avons eu la possibilité de le faire, notamment grâce au financement de la DREAL-PACA. Donc ça, il faut le saluer, le reconnaître. On a la chance d'avoir des pouvoirs publics, peut-être pas uniformes dans toutes les régions, mais qui nous soutiennent pour approfondir le développement de l'usage de ces matériaux. Donc sans eux, cette étude n'aurait pas vu le jour. Les auteurs, Luc Choissac, ici présent, Pierre Delot, présent également, et Clara Jonas, architecte, qui ont travaillé sur cette étude. Lorsque j'ai lancé la consultation, j'étais surpris de voir, nous avons eu quand même 6 réponses à la consultation que nous avons lancée. Et on a retenu Luc et Pierre, de par leur légitimité sur ce sujet, et également par leur connaissance des filières locales. Mais il y avait quand même pas mal de structures, à ma grande surprise, qui étaient intéressées et qui ont répondu pour cette étude. Et puis évidemment, cette étude, elle n'aurait pas pu être faite sans tous les participants qu'on a été voir sur le terrain, les agriculteurs, les entreprises de travaux agricoles, les négoces et les professionnels du bâtiment. Donc cette étude est aussi un prétexte pour faire dialoguer les gens et pour vraiment aller au contact des réalités des uns et des autres. Je vais présenter un tout petit détail. Donc, c'est les résultats quantitatifs. Donc, vous pouvez voir qu'on produit à peu près 110 000 tonnes de paille chaque année en région. Alors, c'est moins que la production du petit département 38 qui est au-dessus. Donc, on n'a pas non plus des quantités extrêmement importantes de paille, si on regarde uniquement le quantitatif. Alors, ce n'était pas une très grande surprise, mais au moins, maintenant, on a des chiffres quand même assez précis. Parce que ces données, elles n'existent pas. Vous n'avez pas de document qui vous donne une production en tonnes de paille sur chaque département. Donc c'est la méthodologie qu'on a mis en place qui permet d'avoir ces chiffres. Et on peut voir que le seul département qu'on a mis en vert clair, c'est les Bouches-du-Rhône. Ça s'explique notamment, si vous regardez le tableau de droite, par le fait que dans les Bouches-du-Rhône, nous avons la paille de riz qui, au final, et ça c'est aussi une petite surprise quand même de cette étude, la paille de riz est vraiment la plus importante ressource que nous avons. Si on regarde la paille de blé, on est à moins de 2000 tonnes. La créativité, alors il n'y en a pas eu tellement sur cette étude, c'est assez classique, c'est des études qui se font dans d'autres régions, mais quand même ça nous a permis de venir associer l'ensemble des acteurs institutionnels qu'on a pu mettre autour de la table, qu'on a intéressés à ce sujet. C'est pas toujours naturel, mais on a associé l'ADEME, on a associé le Conseil régional, la DREAL bien sûr, la Chambre d'agriculture, la DRAF. Donc toujours dans l'idée de faire en sorte que ces institutions dialoguent, se connaissent et puissent mieux comprendre un petit peu les besoins et les problématiques de chacun. On a travaillé sur une méthode qui est à la fois donc quantitative et qualitative, parce que connaître les grandes masses de paille disponibles sur chaque département, c'est intéressant. Mais derrière, on a besoin de savoir plus finement, est-ce qu'on est sur des grosses bottes, haute densité, des balles rondes, des balles rectangulaires. Nous, ce qui nous intéresse avant tout, c'est les balles moyenne densité qui peuvent être utilisées dans le cadre des règles ProPaille. C'est aussi extrêmement important de pouvoir aller voir le monde agricole. C'est un public qu'on connaît mal, qui a ses propres contraintes, qui a sa propre manière de fonctionner. Donc derrière, il faut savoir aussi comment lui parler, comment s'adapter à ses éventuelles contraintes, parce que leur objectif, c'est pas forcément de produire de la paille, c'est produire de l'alimentation pour nous nourrir. Donc derrière, si on veut mettre en place toute une filière de valorisation de la paille, ça ne va pas être eux leur problématique première, donc il faut vraiment arriver à en tenir compte le mieux possible. Et au final, on arrive à faire quand même se côtoyer des mondes qui ont des logiques différentes. Le monde du bâtiment qui, lui, va avoir besoin de produits qui sont disponibles, qui sont standardisés, dont le coût est connu et qui, derrière, vont avoir les bonnes caractéristiques techniques. Et le monde agricole, pour qui ça va être au mieux une plus-value, et c'est ce sur quoi on essaie de travailler, ou au pire, quelque chose qui va venir vraiment les enquiquiner et qui ne va pas du tout les intéresser. Donc on a abouti sur, au-delà de l'étude que nous avons publiée, une liste de fournisseurs de paille qui pouvaient être en mesure de fournir quand même des quantités relativement importantes pour aller sur des chantiers, notamment de type ERP ou petit tertiaire ou petit collectif. C'est vraiment l'objectif de cette étude.
tous les projets que nous avons vus ce matin sont extrêmement importants. Ce sont les démonstrateurs, c'est là que se fait l'innovation. Nous, ce qu'on cherche vraiment à faire, c'est ensuite un passage à une échelle un petit peu plus grande pour que cette pratique se généralise et puis pour vraiment participer à cet effort de réduction de l'impact carbone du bâtiment. Donc vous trouvez sur notre centre de ressources en ligne EnviroBoîte la liste des fournisseurs de paille sur la région et les départements limitrophes. On en a listé une quinzaine pour vous donner un ordre d'idée. Donc pour des décideurs publics, ça peut être largement suffisant pour s'assurer quand même un approvisionnement. Je vais aller très vite sur les curseurs. Bon, il nous semble que ce travail il répond évidemment à un ensemble de questions liées à la durabilité. J'attirerai juste un petit point de vigilance, et c'est aussi ce qui est ressorti, nous, dans le cadre de l'étude, c'est que malheureusement, même si on est sur quelque chose de très vertueux, qu'on se dit qu'on va utiliser un matériau qui stocke du carbone, il faut quand même tenir compte du contexte actuel de réchauffement climatique qui vient impacter de plein fouet les agriculteurs. Et on a été obligé d'en tenir compte, nous, dans notre méthode de travail, à savoir qu'ils utilisent maintenant beaucoup plus la paille pour le retour au champ. Donc on a dû diminuer, nous, la proportion un peu théorique qu'on pouvait utiliser dans le bâtiment. Et il y a aussi la sécheresse qui est plus importante. Donc la région PACA est extrêmement impactée et avec une diminution des rendements. Donc oui, utilisons de la paille pour venir stocker du carbone dans le bâtiment, mais en même temps, il faut vraiment que ça se fasse dans un effort extrêmement collectif et large pour venir réduire notre impact sur le changement climatique. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup, Nicolas. C'est vrai qu'on avait beaucoup parlé de ces sujets, et puis il y a toujours les bémols. Est-ce qu'il y a des questions ? Allez-y, on a le temps pour 2 questions. Donc. J'ai un petit peu dépassé. C'est pas grave. Merci. Une question qui concerne la disponibilité du matériau. Vous avez insisté sur le fait que le monde du bâtiment a besoin d'une disponibilité immédiate du matériau, au rythme des chantiers, au rythme de la production en quelque sorte. Est-ce que la question justement du végétal n'est pas la question de la saisonnalité aussi ? Est-ce que si l'on pousse l'agriculteur à s'adapter au monde du bâtiment, on ne doit pas pousser le bâtiment à s'adapter au monde de l'agriculture ? C'est un paradoxe. L'idée n'est pas de travailler sur les bâtiments qu'à la fin de la saison agricole. L'idée étant peut-être de réfléchir au croisement des deux saisonnalités, des deux problématiques. Parce que cette disponibilité en matériaux, finalement, elle met une contrainte, celle du stockage du matériau de la paille. Elle met en contrainte aussi les systèmes de production. Aujourd'hui, ce qu'on produit d'abord, c'est de l'alimentation, vous l'avez rappelé. Il s'agit de nous nourrir, c'est la priorité. Se loger et se vêtir, c'est presque secondaire, en exagérant. Mais j'ai connu le cas, par exemple, de production végétale destinée à faire de la biomasse, des biocarburants, qui devenaient aberrantes, où l'on allait produire du végétal à des rythmes et sur des sols en Camargue et des types de production qui n'avaient pas d'autre objet en fait que de faire de la biomasse. On n'était pas à recycler un déchet. Tout ça pour dire en fait que, secondairement, le bâtiment peut aussi réfléchir au rythme agricole, au rythme de la plante, etc. Voilà, c'est un peu un paradoxe, que c'est pas vraiment une question, mais est-ce qu'on ne fait pas erreur en disant on va chercher à être toujours disponible en matériaux végétaux ? Voilà, merci. Oui, c'est une excellente remarque, évidemment, et les acteurs et les plus militants fonctionnent de cette façon-là. Et ces personnes-là, ce n'est pas celles qu'on va avoir besoin de convaincre, parce qu'ils vont l'anticiper, ils vont le prendre en compte dans le déroulement de leur projet, dans le phasage, et ils vont s'organiser pour pouvoir répondre à cette saisonnalité. L'idée qu'on a quand même derrière, c'est que s'il faut aller sur une augmentation, une généralisation de l'emploi du biosourcé, on préfère que ça soit quand même avec des matériaux peu ou pas transformés issus de filières locales que vers d'autres biosourcés qui vont être issus d'industries manufacturières, qui vont faire beaucoup de kilomètres, comme on l'a vu aussi ce matin. Donc je pense que dans un premier temps, si on veut arriver quand même déjà à convaincre et à toucher de plus en plus de maîtres d'ouvrage, il faut qu'on réduise au maximum les contraintes inhérentes à ces matériaux. Ensuite, on pourra aller vers ce que vous dites. Après, c'est toujours la même question, l'œuf, la poule, qu'est-ce qui doit venir en premier ? Je suis convaincu, et je vous rejoins, qu'il faut aussi peut-être changer la manière de prévoir les projets. Mais dans un premier temps, ça me semble être une contrainte qui va beaucoup trop freiner le développement de cette filière. Il y a encore une question, Sébastien.
Oui, une question simple. Est-ce que tu as regardé par rapport à la ressource disponible, combien de bâtiments on pouvait construire chaque année et qu'est-ce que ça représentait dans la part des bâtiments neufs ou rénovés chaque année construits dans la région? En gros, est-ce qu'on pourrait tout isoler avec la ressource? J'ai une idée de la réponse, mais je voudrais t'entendre là-dessus. Oui, alors là, je ne vais pas avoir les chiffres en tête. Pierre, qui est dans la salle, je pense, pourrait peut-être les donner de mémoire. Évidemment, c'est un travail qu'on a fait. Donc, on a vraiment travaillé sur l'autonomie de chaque territoire, de chaque département, par rapport à la production de paille et par rapport au nombre de constructions. Donc là, je ne vais pas m'aventurer à donner les chiffres, sauf si Pierre éventuellement veut le faire en direct. Mais oui, c'est une approche qu'on a pris en compte.